À la sortie du temple, les photographes guettent sans se cacher et les poursuivent. C'est un jeu accepté qui ne dépasse pas la porte des maisons. Vous, les geishas, vous faites un métier merveilleux, écrit un admirateur dans le manuel de la geisha, publié en 1935 et distribué aux 75 000 geishas du pays. Vous prenez du plaisir à prendre des cours de danse, de chant et de musique. Puis quand vous vous produisez, les gens viennent vous voir et vous êtes payé par-dessus le marché. Une fois que vous êtes en pleine possession de vos capacités artistiques, celles-ci deviennent vos biens les plus précieux. De telles possessions sont insensibles au feu, résistent aux tremblements de terre et vous permettront de trouver du travail jusqu'à la fin de vos jours. Soyez fiers de vous, mais prenez garde à ne pas vous amouracher d'individus volages. La profession de geisha a évolué. Au XVIIIe siècle, peintres, samouraïs et seigneurs formaient leur clientèle. Au XIXe, ministres et hommes politiques. Au XXe, les hommes d'affaires. Leur nombre est tombé de 75 000 à 3 000, mais leur disparition, maintes fois annoncée, n'a pas eu lieu. Chaque année, de nouvelles jeunes filles font leur entrée dans ce qu'on appelle le monde des fleurs et des saules. À Kyoto, ancienne capitale impériale, gardienne des traditions, les jeunes filles qui veulent apprendre le métier établissent un contrat avec la patronne d'une maison de geisha. La patronne prend en charge les études et les frais de l'apprenti, qui, jusqu'à son entrée dans la profession, porte le nom de Maiko, petite danseuse. Une Maiko se reconnaît à ses cheveux et le premier acte de sa nouvelle vie débute dans le salon de Madame Kashi, qui ouvre chaque jour à l'aube depuis 40 ans. La coiffe de la pêche fendue nécessite des armatures, des postiches, de l'huile de camélia et impose des nuits sur un oreiller dur qui ne porte que la nuque et maintient la tête loin du sol. La coiffe de la pêche fendue doit tenir une semaine. Une ancienne geisha raconte qu'au début de son apprentissage, la patronne mettait près de son oreiller un plateau de farine de riz. Chaque fois qu'elle bougeait la tête dans son sommeil, elle tombait dans la farine qui se collait aux cheveux. Elle devait retourner le lendemain matin chez la coiffeuse pour une nouvelle séance de torture. Les maisons de geisha sont regroupées dans 4 parties de la ville. Le quartier de Gion, celui de Potocho, de Kamishichiken, de Miyakawa. Ils ont chacun leur histoire, nourrissent entre eux rivalité et jalousie. Aucune geisha n'accepte un rendez-vous dans un autre quartier que le sien. L'ouverture de la saison théâtrale rassemble la profession. Toutes les maisons se retrouvent pour admirer les acteurs et être admirées par le public.
C'est le jour où s'inaugurent les kimonos de printemps. La maison de Madame Takeda compte 2 geishas et 2 maiko. Ce sont les 2 maiko les plus célèbres du quartier, Komomo et Kosen. Komomo est née au Mexique. Elle a passé son adolescence en Chine où elle a décidé de devenir geisha. Elle a trouvé sur Internet le site de Madame Takeda et lui a proposé sa candidature. Le parcours de Kosen est plus classique. Elle est née à Kyoto, sa mère était geisha. Elle a passé son enfance dans ces maisons de femmes et a eu envie de devenir une geisha, une femme que tous les hommes regardent. Le soir, la peau disparaît sous un masque blanc, longtemps empoisonné, qui contenait du plomb. Les anciennes geishas se reconnaissaient à leur visage jaune et crevassé. Avant, les lèvres vertes étaient à la mode, luisantes comme des ailes de scarabée. Maintenant, le rouge vermillon les a détrônées. Les seuls hommes autorisés à pénétrer dans les maisons de geisha sont les habilleurs. Chaque jour, en milieu d'après-midi, ils arrivent à bicyclette pour aider les geishas à mettre leur kimono du soir. Depuis plusieurs siècles, le même vêtement habille les geishas. Sa coupe n'a pas changé. Il est de taille unique et l'habilleur ne fait que l'adapter sur chaque corps avec des plis et des ceintures. Chaque maison de geisha a ses collections de kimonos. Ceux d'usage quotidien, ceux des fêtes et des grandes occasions, ceux des saisons. Les plus onéreux attendent leur jour de sortie dans des coffres à la banque.
Pendant 3 siècles, chaque ville importante avait son quartier réservé, quartier de plaisir, où étaient rassemblées les maisons de rendez-vous. Les geishas y étaient consignés avec d'autres femmes, les courtisanes. Pour la plupart, geishas et courtisanes étaient des filles de familles pauvres achetées dans les campagnes et revendues en ville. Pour avoir une licence, chaque maison, en plus des geishas, devait héberger une ou plusieurs courtisanes dont le métier était la prostitution. Une courtisane réputée pouvait faire attendre son client plusieurs jours d'affilée avant de le recevoir. Pour le faire patienter et augmenter sa facture, les geishas devaient le divertir, jouaient de la musique, dansaient, le faisaient boire et manger. Geishas et courtisanes formaient le monde des fleurs et des saules. Les courtisanes étaient comme les fleurs qu'il faut cueillir dans leur beauté, et les geishas avaient la souplesse du saule pour répondre aux exigences des clients. Mais il leur était interdit de se prostituer, rôle réservé à la courtisane. Le Code de la femme de 1946 a interdit la vente des fillettes et la prostitution. Les quartiers réservés ont fermé en 1956. Certains se sont transformés en quartiers ordinaires, d'autres sont devenus des quartiers de geishas. Invité à une soirée de geisha en 1905, un journaliste français succombe à l'exotisme. Ces gracieuses japonaises, par quoi nous captivent-elles? Par leur douceur inaltérable, leur soumission, par leur prévenance, par l'effacement de leur personnalité. Avec elles, la vie est simple et facile, sans complications, sans subtilité ni cas psychologique, sans lutte à soutenir. Ce que j'aime dans la japonaise, c'est que son obéissance est faite de sourires et non de soupirs. Pour certaines geishas, le travail consiste surtout à servir le saké. Je prends dans ma main cette chose toute simple, un petit flacon léger et tiède. Je l'incline pour verser, et de lui vont couler la joie, la chanson, la poésie, l'accord entre les hommes d'affaires, l'inspiration des artistes et l'amour. À qui confier le maniement de cet objet magique, sinon à des femmes longtemps préparées à cette mission? En 1887, Pierre Loti fait escale à Yokohama. Déjà célèbre pour ses évocations de la Turquie, de l'Océanie et de l'Afrique, il veut maintenant écrire sur le Japon. À peine débarqué, il cherche une jeune fille à épouser. Rencontre par hasard dans une maison de thé des geishas qui feraient son affaire, mais se fait éconduire. Les geishas ne s'épousent pas et elles ne vont pas avec les étrangers. On lui explique qu'il faut procéder autrement. Une entremetteuse lui présente une jeune personne, elle lui convient, il signe un contrat au poste de police et le voilà marié pour le temps de l'escale. Celle qu'il appelle sa mousmée se nomme Okane et devient l'héroïne de son livre Madame Chrysanthème qui fait le tour du monde. Okane n'est pas une geisha, mais elle est vue comme telle et son image contribue à entretenir le flou et les fantasmes des étrangers.
L'art des geishas consiste à donner à la musique, au chant, aux danses et aux jeux qui font l'ordinaire d'une soirée une apparence de simplicité et de fluidité. Muettes et retenues, volubiles et souriantes, elles anticipent, accompagnent et harmonisent les relations entre les clients dont elles sont les habituées ou qu'elles rencontrent pour la première fois. Vivre avec le moment, regarder la lune, la neige, les fleurs et les feuilles d'automne, aimer le vin, les femmes et les chants, et se laisser aller dans le courant de la vie comme une citrouille creuse qui descend l'eau du fleuve. Sur les bords de la rivière Kamo, les poètes ont chanté le monde de la nuit, le monde flottant dont les geishas sont reines. Pour Komomo et Kosen, la soirée ne fait que commencer. D'autres rendez-vous sont pris, d'autres clients attendent. La nuit, quelquefois, peut être longue. Dans les rues de Gion, on raconte l'histoire de la belle Sada qui avait une passion dévorante pour son amant. Mais un jour, elle découvre qu'elle est trompée, alors elle le mutile et le tue à coups de couteau. Une semaine plus tard, la police la retrouve à Garde, dans la campagne, cachant dans sa manche de son kimono le sexe coupé, enroulé dans un tissu de soie. Longtemps après être sortie de prison, elle passait encore le soir dans les rues où couraient les geishas, et celles qui la reconnaissaient la saluaient respectueusement. À l'inverse de Kyoto, les quartiers de geisha de Tokyo sont des quartiers comme les autres. Rasés à 90% sous les bombes de la Seconde Guerre mondiale, Tokyo a perdu ses constructions de bois et les restaurants où s'organisent les soirées sont des établissements modernes et anonymes. C'est seulement le soir que l'on peut y croiser les geishas, le plus souvent sobrement coiffés et habillés, et remarquer les grosses voitures noires avec chauffeurs qui patientent devant les entrées. Au nord de la ville, le quartier de Kagurasaka a poussé sur une colline à l'extérieur des anciennes fortifications. C'est un quartier de geisha discret et peu connu. En 1980, une jeune photographe s'installe à Kagurasaka et commence à photographier les geishas dans les rues le soir. Pendant des années, sous la pluie ou sous la neige, dans les mêmes ruelles, elle attend leur passage. Les geishas se laissent photographier, mais ne s'arrêtent pas. Puis un soir, la doyenne des geishas lui adresse la parole. « Depuis combien de temps faites-vous des photos dans les rues ?»
Ça fait 10 ans ce soir. Vous avez fait le premier pas. À partir de maintenant, vous pouvez nous photographier où vous voulez. Il suffira de nous le demander. Yoko Yamamoto est ainsi devenue la première photographe de geisha. À Tokyo, les geishas sont indépendantes et vivent le plus souvent dans leur propre appartement. Les débutantes prennent en charge leur formation, choisissent leurs professeurs et présentent ensuite leur candidature aux associations des quartiers de geisha. Les geishas sont une des parties secrètes du Japon. Visibles mais inaccessibles aux néophytes, leur rencontre nécessite des intermédiaires, des habitués qui répondent des intentions correctes des clients et se portent garant du paiement des factures. Ce soir, M. Asumi a invité 3 amis à une soirée. Il connaît bien les geishas Fleur de Prunier, Jeune Printemps, Pivoine et Petit Dragon. Il est aussi le sponsor de Yoko Yamamoto dont il a organisé la première exposition. Son ami Morita, photographe du théâtre No, est lui aussi un habitué. Pour les 2 autres invités, intimidés, c'est la première rencontre avec des geishas. Car une soirée avec les geishas coûte cher. Il y a d'abord la maison de thé où se passe la soirée et son personnel, puis les repas, réalisés sur place ou commandés à l'extérieur, puis les geishas, celles qui jouent de la musique, celles qui dansent, celles qui animent la soirée. Il en faut de jeunes, car elles apprennent le métier, de plus âgées, qui sont des artistes confirmés, et des anciennes, qui ont de l'expérience. Suivant les quartiers, les geishas sont facturés par tranches de 15 minutes ou d'une demi-heure. Jadis, le temps que mettaient les bâtons d'encens pour se consumer. Le temps est compté à l'entrée des geishas dans la salle jusqu'à leur salut final. Le client reçoit la facture 1 mois plus tard. Dans les années 30, les geishas de Tokyo, menacés par l'apparition des hôtesses de bar, se sont voulues à l'avant-garde de la mode et de l'innovation. Elles ont appris à jouer des airs modernes et ont ouvert des pistes de danse. Certaines mettaient des kimonos futuristes pendant que d'autres portaient des uniformes de fantaisie et se coiffaient à l'occidentale. Jean Cocteau, en 1936, rencontre des geishas violonistes qui rêvent d'Hollywood et dansent avec lui au son du gramophone. Le mouvement des geishas modernes est de courte durée. Il n'enraye pas le succès des hôtesses de bar. Et les années d'après-guerre sont celles du retour à la tradition.
なんかわかんないけど、なんかすごいいやらしい感じ。若い子だけここに入れるって、なんかどういう意味？ほら品がいいでしょ、こういうね。なんか入れられてる方が品がいい。なんかいやらしい。真っ白になっちゃった。失礼しました。夜中の時代劇チャンネル。こういう風になっちゃうんです。時代劇チャンネル。これ全部これがついてる。色白なんですけどね。Aujourd'hui, une geisha en grande tenue reste identique à une geisha du XVIIIe siècle. Gardiennes de la tradition et femmes modernes à la fois, les jeunes geishas répètent qu'elles sont moins à plaindre que les femmes mariées qui n'ont ni pouvoir, ni ressources financières, ni indépendance. Si l'on veut vraiment avoir une vie intéressante, il faut être soit un homme, soit une geisha. C'est la seule possibilité d'être libre. Dans les parcs d'attractions des studios de cinéma, les décors du Japon ancien servent au tournage de films et se visitent en famille. On y rencontre des acteurs et des figurants qui jouent des rôles de geisha et de samouraï. Les samouraïs ont traversé l'histoire du pays depuis le Moyen-Âge. Simples guerriers, ils ont conquis le pouvoir et l'ont exercé jusqu'au XIXe siècle, quand l'entrée du Japon dans l'ère moderne a mis fin à leur existence. Ils sont les héros les plus populaires du pays. L'image du samouraï est aussi celle du courage, de la fidélité et du sacrifice accepté. Ce que les Japonais appellent l'esprit samouraï, en référence à un code de l'honneur et un mode de vie idéalisé. L'esprit samouraï est toujours vivant. Les samouraïs fréquentaient assidûment les quartiers de plaisir, comme clients, comme amis ou comme protecteurs des geishas et des courtisanes. Ils s'y cachaient aussi quand leur fierté et leur fougue leur faisaient commettre des infractions à la loi. L'ancien quartier de plaisir de Shimabara, à Kyoto, a conservé sa porte d'entrée et ses maisons de bois. Madame Tagasago, une des dernières courtisanes, a 70 ans. Elle continue de représenter sa corporation dans des manifestations publiques ou religieuses. Maître de thé, elle officie dans des soirées privées ou dans des temples. Quand elle se produit, c'est en grand kimono de cérémonie. Madame Takasago est aussi conteuse. Fille et petite-fille de courtisane, elle a appris très tôt des histoires d'intrigue, de vengeance et de trahison, où seigneurs et samouraïs ont leur place. Connue de tout le Japon, l'histoire des 47 samouraïs fait partie de son quotidien. Chaque jour, elle va prier au temple voisin les âmes de ses héros.
Un seigneur avait à son service 47 samouraïs. Accusé à tort de malveillance par un rival, il est condamné à faire harakiri. Privés de chef, les 47 samouraïs obéissent à la règle et se séparent, devenant des serviteurs sans maître. Ils semblent mener une vie dissolue dans des quartiers de plaisir, mais en réalité préparent leur vengeance. Un an plus tard, ils surprennent leur ennemi, le décapitent et déposent sa tête sur la tombe de leur maître. La beauté de la vengeance est reconnue, mais aussi son illégalité. Nul n'avait le droit de se faire justice. Les samouraïs sont condamnés au suicide et font un harakiri collectif. Tous, sauf le plus jeune, graciés pour être le témoin vivant de l'histoire. Ils sont enterrés côte à côte dans le même cimetière que leur maître. Depuis 300 ans, des sépultures sont fleuries chaque jour. Le site de Kamakura, sur les bords du Pacifique, a abrité le premier gouvernement samouraï de l'histoire du pays. Au XIIe siècle, les guerriers professionnels sont devenus assez puissants pour ôter à l'empereur son pouvoir. Ils sont sensibles aux enseignements du bouddhisme zen, à sa quête individuelle de l'absolu par le détachement, la concentration, l'oubli de soi. Sous leur autorité est édifié le grand Bouddha de Kamakura. La plupart sont fauchés sur les champs de bataille. La fleur du cerisier est leur emblème. Prépare-toi à la mort, prépare-toi, chantent les cerisiers, car c'est une fleur qui tombe à peine éclose. Au Japon, personne ne s'étonne de voir quelqu'un vêtu d'un kimono de samouraï du XVIIIe siècle à la sortie d'une école. C'est la tenue habituelle de Monsieur Teraoka. Il descend d'une famille de guerriers. Quand son père lui demande de devenir médecin, il refuse. L'esprit samouraï doit rester dans la famille. Il fait du maniement des armes traditionnelles son métier. Comme ses ancêtres, il s'entraîne chaque jour. Les premières instructions écrites pour les archers sont de courts poèmes du XVIe siècle. Encoche la flèche, tend amplement l'arc, et le cœur calme, puis lâche la flèche, sans penser, sans imaginer. À l'entraînement, tous les gestes sont codifiés. Maîtrise de soi et discipline permettent d'acquérir technique et sagesse. Un archer qui tire juste est aussi un homme qui pense juste. Les femmes ont aussi droit au titre de samouraï, et Tomae Gozen, la plus vaillante femme sous le ciel, à côté de son mari dans la bataille, saute sur un ennemi, le saisit à bras le corps, l'arrache à sa monture et lui tranche la tête.
Dans son élevage de chevaux, Teraoka a reproduit une ancienne lignée, des bêtes courtes et nerveuses qui mordaient et ruaient sur les champs de bataille. Les samouraïs étaient la seule caste autorisée à porter 2 sabres, un long et un court. Sur les chemins, on s'écartait toujours lorsqu'on voyait avancer les hommes à 2 sabres qui pouvaient vous faire perdre la tête sur un geste mal interprété. Les sabres, les katanas, se fabriquent encore. Dans la famille Musashi, les fils aînés sont fondeurs depuis 25 générations. Le secret des maîtres est de forger ensemble des pièces de métal souples et dures. Le noyau de fer souple assure l'élasticité de la lame qui pliera sous l'impact sans casser. Soudées ensemble, les pièces souples et dures sont pliées, martelées, trempées et chauffées pendant une dizaine de jours. Ce n'est qu'après que ce lingot de 15 kg pourra être aminci et martelé jusqu'à donner une lame brute. On raconte que lorsqu'un bon sabre est plongé dans une rivière, il coupe en 2 les feuilles qui flottent au fil de l'eau, mais quand c'est un très bon sabre, les feuilles s'écartent d'elles-mêmes de la lame en signe de soumission. Loin de Kamakura, un village, conservé comme un musée, restitue une autre image du samouraï, celle du propriétaire terrien. Ils n'étaient pas tous tentés par la puissance et le pouvoir. Quelques arpents de terre pour s'assurer un revenu, une maison construite selon les règles, un jardin qui maîtrise l'espace et conduit à la sérénité. C'est la maison des trêves entre les combats, l'endroit d'une autre vie pour les plus chanceux à l'heure de la retraite. Ces maisons que les lycéens visitent à longueur de journée sont tout ce qui reste aux samouraïs quand le décret impérial met fin à leur profession. Après quelques résistances et d'ultimes combats perdus contre une jeune armée formée par des officiers européens, les samouraïs se fondent dans la nouvelle société, deviennent commerçants, industriels, font de la politique et envoient leurs filles à l'école publique. Dans le même temps, pour contrer l'influence des idées venues d'Occident, l'image du samouraï est magnifiée. L'État en fait le symbole de l'esprit et de la fierté nationale. 50 ans plus tard, cette idéalisation est poussée au paroxysme par les généraux qui ont lancé leur pays dans la guerre. Les kamikazes, jeunes gens dont on exalte le courage, le sacrifice et la fidélité, jettent leurs avions chargés de bombes sur les navires ennemis. Avant le décollage, ils boivent un saké envoyé par l'empereur, puis montent dans le cockpit avec leurs sabres.
Interdits au lendemain de la guerre, les arts martiaux reprennent dans les années 50 et se pratiquent dans les temples shinto, la religion d'État. Depuis, dans les dojos, les salles d'entraînement rituellement consacrées, des maîtres ont repris l'enseignement traditionnel des anciens. À ceux qui suivent la voie de l'arc, il recommande de ne pas tirer en visant la cible, mais de ne penser à rien et de laisser la flèche partir quand l'arc est tendu. Aux obstinés qui persistent à vouloir viser, il conseille de tirer dans le noir. Aux enfants qui s'initient à la voie du sabre, ils apprennent qu'on doit d'abord commencer par donner des coups sur la tête de son maître et seulement ensuite apprendre à en recevoir. L'image du samouraï, héros populaire, a survécu aux aléas de l'histoire. Sur les tatamis ou les planches d'un dojo, chaque enfant rêve un jour qu'il est un samouraï. Dans leur bureau, les patrons d'industrie brandissent l'esprit samouraï et dans leur limousine noire, les yakuza, les gangsters japonais, le revendiquent. La fascination que les geishas et les samouraïs ont exercée sur les voyageurs occidentaux est maintenant devenue curiosité. Geishas et samouraïs sont des figures repérées du patrimoine japonais. Mais lorsqu'en sortant d'un temple où l'on a assisté à une cérémonie de tir à l'arc, on tombe sur des lolitas, de sages jeunes filles vêtues de façon excentrique, les repères, une nouvelle fois, se perdent. Chaque dimanche, les lolitas se retrouvent dans quelques-uns des multiples centres de Tokyo. Elles ont surgi dans les années 90, sorties des foules anonymes avec leurs petites valises à roulettes. En un clin d'œil, elles abandonnent le vêtement commun pour devenir des filles que tout le monde remarque et qui se font photographier en public. Elles discutent avec leurs amis, rencontrent des groupes d'autres tendances que la leur, puis une fois le temps de leur apparition terminé, redeviennent Mademoiselle Tout-le-Monde. On n'est pas Lolita à plein temps. Kumi, Sayaka et Mariko sont kawaii. Elles aiment tout ce qui est mignon et enfantin. Elles collectionnent les peluches, les photos de leurs artistes préférés, les bandes dessinées et les tamagotchi, les petits robots que l'on fait grandir dans leur boîtier électronique. Le dimanche après-midi, elles passent un bon moment dans les cabines Purikura, des photomatons sophistiqués où l'on choisit la décoration de ces photos,
minuscules vignettes autocollantes qui remplissent les albums et qui sont publiées dans les magazines spécialisés. La mode a atteint Taipei, Séoul, Hong Kong et Singapour, où l'on suit attentivement les mouvements des extravagantes japonaises. Les Lolitas ont eu une ascension sociale foudroyante dans la mode, dans la musique, dans la bande dessinée. D'autres sont vendeuses ou caissières dans des supermarchés qui ne ferment jamais. Pour les pessimistes, elles sont comme un clou qui dépasse dans une société lisse et sans aspérité. Pour les optimistes, elles sont des icônes des temps modernes. Et pour les amoureux du Japon, elles sont les filles idéales de la famille du futur, où le père pourrait être samouraï et la mère geisha.